Je suis rentrée à la maison, une odeur de graisse et de friture tenacement accrochée à mes vêtements, à mes cheveux, à ma peau. Une odeur qui était devenue ma seconde ombre, le parfum de ma survie. J'avais les pieds si atrocement enflés que mes vieilles chaussures de travail me semblaient être des instruments de torture. J'ai dû les enlever à mi-chemin dans la rue et finir en chaussettes sur le trottoir froid et humide. Chaque pas était une petite agonie. La porte d'entrée m'a paru être le sommet d'une montagne. En la poussant, le premier son qui m'a accueilli n'était pas un « bonjour », ni un « tu as passé une bonne journée », mais la voix de mon fils, Benoît, flottant depuis le canapé du salon. « Maman, tu peux faire moins de bruit en entrant ? On essaie de se détendre un peu, là. » Il n'a même pas tourné la tête. Ces mots, jetés nonchalamment par-dessus l'épaule, m'ont frappé plus durement que n'importe quelle insulte criée. Ils étaient la confirmation glaciale d'une vérité que je refusais de voir depuis des années. Je n'existais plus pour eux. Pas comme leur mère, pas comme une personne avec sa propre fatigue et ses propres douleurs. J'étais devenu un élément du décor, un bruit de fond qu'il fallait régler pour ne pas perturber leur confort. Une nuisance. Je n'ai pas répondu. À quoi bon ? Les mots se sont coincés dans ma gorge, un nœud de chagrin et d'épuisement. Mon regard a glissé vers le sol, sur les carreaux que j'avais frottés à genoux le matin même pour effacer une tache de jus de raisin tenace laissée par mon petit-fils, Hugo. Puis, mon regard s'est posé sur mon sac à main, posé sur la petite table de l'entrée. À l'intérieur, il y avait le papier qui justifiait ma puanteur et mes pieds meurtris, ma fiche de paie du service du soir chez KFC. La somme était dérisoire, mais c'était assez. Assez pour ce que j'avais finalement décidé de faire. Lentement, comme une automate, je me suis dirigée vers l'évier de la cuisine. J'ai ouvert le robinet et laissé l'eau froide couler sur mes mains endolories. J'ai frotté, encore et encore, essayant vainement de chasser l'odeur de friture incrustée sous mes ongles. J'ai séché mes mains, j'ai sorti la fiche de paie de mon sac et, sans un mot, sans un regard pour le salon, j'ai marché droit vers ma chambre. Le couloir était plongé dans l'obscurité. Seule la lueur bleutée de la télévision filtrait sous la porte du salon. J'entendais des rires, ceux d'un public enregistré pour une émission de télé-réalité. Sandrine, ma belle-fille, adorait ses concours de talent. Je pouvais l'imaginer, avachie sur le canapé, criant des jugements sur les candidats comme si son avis avait la moindre importance. C'était sa contribution à la soirée. En passant, j'ai frôlé le grand panier à linge qui débordait de leurs vêtements sales. Une montagne de couleurs et de tissus qui attendait mes mains. Mais pas ce soir. Ce soir, je n'allais rien laver, rien plier. Ce soir, j'étais en grève. Une grève silencieuse que personne ne remarquerait, du moins pas tout de suite. Ma chambre. Autrefois, c'était notre salle à manger. La pièce où nous avions célébré les anniversaires, partagé les repas de Noël autour d'une grande table en chêne. Maintenant, c'était mon refuge exigu, un espace temporaire qui durait depuis 8 ans. La grande table avait été reléguée au garage pour faire place à leurs meubles. Mon lit était un simple lit pliant, grinçant à chaque mouvement, coincé entre un mur et une vieille commode. Je me suis assise sur le bord du matelas fin. Mes bras me lançaient, une douleur sourde qui partait de mes épaules jusqu'au bout de mes doigts. Ma chemise d'uniforme, humide de sueur, me collait désagréablement au dos. J'ai regardé autour de moi cet espace qui n'était pas le mien, cet arrangement qui était censé être une solution provisoire. Juste le temps qu'on se remette sur pied, maman, m'avait dit Benoît. 8 ans. 8 longues années à être sur le pied de guerre pour qu'ils puissent, eux, se détendre. Les souvenirs de leur arrivée sont revenus, aussi vifs que si c'était hier. Benoît venait de perdre son emploi dans la logistique, et Sandrine était enceinte de leur deuxième enfant, Hugo. Ils étaient arrivés avec des visages sombres et des cartons pleins d'incertitudes. Je n'avais pas hésité une seule seconde. Bien sûr que vous restez ici, avais-je dit, en les serrant dans mes bras. La famille, c'est fait pour ça, pour se serrer les coudes. Par solidarité, j'ai vidé ma propre chambre, la plus grande, la plus lumineuse, pour que Léa, leur aînée, puisse avoir son propre espace. J'ai renoncé à ma petite télévision, à mes soirées tranquilles. J'ai réorganisé toute ma vie, mes horaires de travail, pour être disponible pour le nouveau-né, pour les aider à joindre les deux bouts. Et maintenant, je n'étais plus qu'une vieille femme aux pieds endoloris, dont l'odeur de labeur dérangeait le repos de ceux que j'avais accueillis. Mes doigts tremblants ont ouvert le tiroir de la commode. J'y gardais tous les papiers importants. J'ai sorti les vieux documents de l'hypothèque, maintenant entièrement remboursés. Les factures d'électricité, d'eau, de gaz.
Les relevés bancaires. Tout était encore et toujours à mon nom, Géraldine Hervé. Car cette maison, c'était la mienne. Chaque brique, chaque tuile, payée avec les décennies de services de nuit, d'heures supplémentaires à l'usine puis au fast-food, de doigts brûlés et d'anniversaire de mon fils que j'avais manqué parce qu'il fallait bien payer les factures. C'était le fruit du travail de toute une vie. Et pourtant, insidieusement, au fil des années, ils avaient commencé à se comporter comme si j'étais leur invitée, une parente tolérée sous leur toit. De nouveaux éclats de rire ont traversé le mur, la voix grave de Benoît se mêlant au gloussement de Sandrine. Personne n'est venu frapper à ma porte pour me demander si j'avais faim. Pas que j'aurais eu la force d'avaler quoi que ce soit. Ma pause dîner, ce soir-là, avait été un paquet de tucs et une demi-aile de poulet invendue, mangé à la hâte dans l'arrière-cuisine bruyante. Je me suis laissé tomber en arrière sur le lit pliant, ma main se crispant sur la fiche de paie. Ce n'était pas seulement la remarque de ce soir. C'était l'accumulation de milliers de petits riens. Les portes claquées quand je demandais un peu d'aide. Les yeux levés au ciel quand je faisais une remarque. Les plaintes incessantes sur ma façon de plier les serviettes, pas assez symétrique. Sandrine m'avait dit un jour, avec un petit sourire condescendant, « Tu devrais vraiment arrêter de t'habiller comme une femme de ménage quand tu rentres. Ça fait négliger. » J'étais dans mon uniforme de travail. Ce jour-là non plus, je n'avais rien dit. J'avais simplement baissé la tête et continué mon chemin. Mais le silence a ses limites. Le mien venait d'être atteint. Demain matin, je parlerai. Pas à eux. Je parlerai doucement, posément, dans le bureau feutré d'un avocat. Et je ne parlerai pas avec ma voix, mais avec ma signature, apposée au bas d'un document qui changerait tout. Le jour où ils ont emménagé, je me souviens de chaque détail. Sandrine portait une robe de maternité jaune vif qui contrastait étrangement avec l'expression amère sur son visage. Elle scrutait chaque recoin de ma maison comme si elle passait une inspection, et je sentais déjà que mon humble logis ne serait jamais à la hauteur de ses attentes. Benoît, lui, s'efforçait d'être optimiste. Il a transporté un grand carton sur lequel était écrit en grosses lettres « Important », et la toute première chose qu'il a faite, avant même de poser ses autres affaires, a été de demander « Où sont les prises ? Il faut que je branche la box Internet. » Pas un mot sur la décoration, sur l'espace. Juste le besoin impérieux de se connecter à un monde virtuel, comme pour fuir la réalité de leur situation. C'est juste pour quelques mois, maman. 2 ou 3, maximum. Le temps qu'on trouve quelque chose, m'avait-il promis en déposant un baiser rapide sur ma joue. Je l'ai cru. Comment ne pas croire son fils unique? Je l'avais élevé seul après la mort tragique de son père, Hervé, dans un accident de chantier en 89. J'avais cumulé 2, parfois 3 emplois pour qu'il ne manque de rien. Il avait été un garçon si doux, si affectueux, timide, passionné par les puzzles complexes. Je me souvenais des nuits d'orage où il venait se glisser dans mon lit, terrifié par le tonnerre, et me posait des questions infinies sur les étoiles pour se rassurer. Où était passé ce garçon? L'homme de 35 ans qui se tenait devant moi ce jour-là semblait être un étranger. Sans emploi, mais plein d'un orgueil mal placé, incapable de reconnaître sa propre vulnérabilité. J'avais donc transformé la salle à manger en une sorte de studio pour eux, pensant que ce serait temporaire et pratique. Mais Sandrine avait immédiatement tiqué. On n'a aucune intimité ici, Benoît. Tout le monde peut nous entendre. Sa voix était un murmure plaintif, mais suffisamment audible pour que je l'entende depuis la cuisine. Alors, sans même qu'ils aient à le demander, j'ai pris la décision. C'est moi qui ai déménagé. J'ai abandonné ma propre chambre, mon sanctuaire, pour m'installer sur le vieux lit pliant dans ce qui était devenu un no man's land entre l'entrée et le salon. Ils ont appelé ça un « ajustement nécessaire ». J'ai appelé ça le début de ma disparition. Au début, je dois l'admettre, la situation ne me déplaisait pas entièrement. J'aimais la présence des enfants. Léa, leur aînée, commençait tout juste la maternelle. Elle était une petite fille curieuse et pleine de vie. Elle adorait s'asseoir sur mes genoux pendant que je lisais, et elle brossait mes cheveux de plus en plus clairsemés avec ses petits doigts délicats. Sa tendresse était un baume sur mes inquiétudes. Je me suis jetée à corps perdu dans le rôle de la grand-mère intendante. Je préparais des repas équilibrés, je m'occupais des lessives interminables, je faisais les courses pendant que Sandrine se reposait ou prétendait chercher du travail sur son ordinateur. Mais les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, et rien ne changeait. Leur situation temporaire s'enracinait. J'ai dû reprendre plus d'heures de travail.
Les services du soir chez KFC sont devenus ma norme. Quelques-uns au début, puis presque tous les soirs. Les factures commençaient à grimper de manière alarmante. L'électricité, l'eau, et surtout la nourriture. Sandrine avait des goûts de luxe. Elle n'achetait que des produits de marque, des aliments bio, des articles spécifiques et coûteux. Benoît, de son côté, accumulait les abonnements à des plateformes de streaming. Ils ne m'ont jamais demandé si je pouvais me le permettre. Et moi, par fierté, par amour mal placé, je n'ai jamais dit que je n'y arrivais plus. Le premier Noël qu'ils ont passé ici a été une véritable douche froide. J'avais passé des semaines à économiser pour offrir des cadeaux à tout le monde, y compris à eux. Benoît m'a tendu un petit paquet. C'était un mug sur lequel était imprimé « Super Mamie ». L'étiquette de prix, 4,99 €, était encore collée dessous. Sandrine ne m'a rien offert du tout. Pas même une carte, pas même un merci pour les cadeaux que j'avais faits à ses enfants. On s'est dit que les cadeaux des enfants, c'était un peu de notre part à tous, a justifié Benoît, voyant mon visage se décomposer. Quand Hugo est né, j'ai pris des jours de congé sans solde pour être là, pour les aider. Je le berçais des nuits entières pour que Sandrine puisse dormir. J'ai payé le berceau, les montagnes de couches, et même le ticket modérateur de la clinique. Je me souviens encore de la remarque de Sandrine, alors que je lui tendais l'argent. Après tout, ce n'est pas comme si tu avais autre chose à en faire. Comme si mon argent, durement gagné, n'était qu'une ressource commune attendant que ses besoins lui donnent une raison d'être. Les mois sont devenus des années. Leur présence n'était plus temporaire, elle était permanente. Ils se sont installés, ont apporté de plus en plus de leurs meubles, ont réarrangé le salon à leur goût sans même me consulter. Un jour, en rentrant, j'ai découvert que mon vieux fauteuil confortable avait été déplacé dans un coin pour faire place à leur immense télévision à écran plat. Benoît a fini par ajouter son nom sur la boîte aux lettres, à côté du mien. Aux voisins curieux, Sandrine continuait de raconter la même histoire. On reste juste chez ma belle-mère le temps que notre maison soit construite. Mais il n'y avait pas de maison en construction. Il n'y avait aucun projet. Juste le confort de vivre gratuitement. Mes petits rituels, mes plaisirs simples, tout avait disparu. Mes matins tranquilles avec mon café et mon journal. Mes soirées à écouter la radio. L'odeur de la cire au citron que j'aimais passer sur les meubles le dimanche. Maintenant, la maison était un chaos permanent. Toujours du bruit, toujours du désordre, toujours des plaintes. Un après-midi, alors que je passais l'aspirateur, je les ai entendus chuchoter dans leur chambre. La porte était entr'ouverte. « Elle est tout le temps dans nos pattes », disait Sandrine. On dirait un vieux chat errant qu'on n'arrive pas à faire partir. Mon cœur s'est serré. J'ai attendu que Benoît la défende, qu'il dise quelque chose. Mais il n'a rien dit. Son silence était pire qu'une insulte. Pourtant, j'ai continué. J'ai continué à cuisiner, à plier les serviettes, à sourire quand Léa me serrait dans ses bras. Je pensais que c'était ça, l'amour inconditionnel d'une mère. Un sacrifice silencieux et patient. Je n'avais pas encore compris qu'ils avaient interprété mon silence non pas comme de l'amour, mais comme une permission. La permission de tout prendre, sans jamais rien donner en retour. L'odeur de friture était devenue une partie de moi. Elle s'infiltrait dans les fibres de mes vêtements, dans les pores de ma peau. Peu importe le nombre de douches, la quantité de savon à la lavande que j'utilisais, elle restait là, tenace, comme un rappel constant de ma condition. Parfois, en rentrant tard le soir, je m'arrêtais quelques instants sur le seuil de la porte. Je respirais profondément l'air frais de la nuit, essayant de me convaincre que cette vie était normale, que c'était simplement une phase difficile. Un mensonge que je me répétais pour tenir encore un jour. À l'intérieur, la maison était toujours surchauffée et encombrée. Un champ de bataille de jouets jonchait le sol du salon. Les chaussures de Sandrine traînaient toujours près du canapé. Le casque de jeu de Benoît était négligemment posé sur le dossier de mon ancien fauteuil, celui que je n'utilisais plus. Ils avaient colonisé chaque centimètre carré de l'espace. La cuisine, le placard du couloir, même l'étagère de la bibliothèque où je gardais mes romans préférés. Mes propres affaires, jugées sans importance, avaient été progressivement exilées au garage, hors de vue, hors de l'esprit. Je me déplaçais dans la maison comme une ombre après mes services, sur la pointe des pieds, retenant mon souffle pour ne déranger personne. Une nuit, en allant boire un verre d'eau, j'ai heurté une chaise de cuisine. Le bruit du bois raclant le carrelage a résonné dans le silence. Immédiatement, la porte de leur chambre s'est ouverte.
Sandrine est apparue en peignoir, le visage déformé par l'agacement. Tu ne pourrais pas faire moins de bruit, a-t-elle sifflé, sa voix venimeuse. Certains d'entre nous ont besoin de dormir pour se lever tôt. J'ai failli éclater de rire. Un rire amer et hystérique. Se lever tôt pour quoi faire? Elle n'avait pas eu d'emploi stable depuis leur arrivée. Mais je n'ai rien dit, j'ai juste murmuré un « pardon », et je suis retournée dans ma chambre de fortune. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. J'ai fixé le plafond, les yeux grands ouverts, et j'ai compté les heures que j'avais travaillé cette semaine. 36. 36 heures de service du soir, à essuyer des comptoirs collants, à remplir des distributeurs de sauces, à emballer des commandes pour des adolescents impolis, tout ça sous le regard scrutateur des managers qui me pressaient sans cesse. Accélère le rythme, Géraldine, on n'a pas toute la nuit. Je ne leur avais jamais dit combien d'heures je faisais. À quoi bon? Ils ne m'avaient jamais posé la question. Leur indifférence était une armure contre toute forme de culpabilité. Sandrine m'avait même dit un jour, avec une cruauté désinvolte, « Tu devrais être contente d'avoir une occupation à ton âge. La plupart des femmes de ta génération finissent par pourrir devant la télé. » Elle avait prononcé ces mots alors que je déchargeais 4 sacs de courses remplis de ses exigences. Lait d'avoine, gaufres sans gluten, compote de fruits bio pour les enfants. Pour payer tout ça, j'avais utilisé tous mes bons de réduction et j'avais dû renoncer à acheter la pommade pour mon arthrite. Et malgré tout, j'avais ramené les courses à la maison avec un sourire forcé. Un soir, je suis rentrée particulièrement tard, bien après 22 heures. J'avais les bras endoloris par le poids des paniers de la friteuse. Ils étaient tous installés confortablement sur le canapé, regardant un film, riant et grignotant du pop-corn. Les lumières étaient tamisées, créant une ambiance chaleureuse dont j'étais exclue. Ma couverture préférée, un vieux plaid en patchwork que j'avais depuis des années, était jeté par terre et servait de panier au petit chien de Sandrine, qui n'était même pas propre. Benoît a levé les yeux distraitement. « Ah, salut !» Puis son regard est retourné immédiatement vers l'écran. Je suis restée plantée dans l'embrasure de la porte, mon sac à main serré dans une main, ma gamelle encore pleine dans l'autre. Je n'avais pas eu le temps de manger. Le service avait été un enfer, les pauses avaient été annulées. Mon dos me lançait, une douleur si vive que j'avais l'impression qu'on m'avait frappé. Je me suis raclé la gorge, juste pour signaler ma présence. Je crois que l'évier de la cuisine est de nouveau bouché. Sandrine n'a même pas daigné me regarder. Ça ne peut pas attendre demain. On essaie de se détendre, a ajouté Benoît, l'impatience perçant dans sa voix. Et la prochaine fois, essaie de laver ton uniforme avant de rentrer. L'odeur est vraiment forte ce soir. L'odeur. Cette odeur qui payait leur électricité, leur connexion Internet, leur toit. J'ai eu une envie folle de hurler. De leur jeter à la figure la vérité de leur existence parasite. Mais la force m'a manqué. Je suis restée là, immobile, utilisant ma dignité comme un bouclier invisible, et j'ai simplement hoché la tête. Plus tard dans la nuit, je me suis retrouvée une fois de plus dans le garage, à laver mon uniforme à la main dans le grand évier en ciment. L'eau glacée me brûlait les doigts. Je ne voulais pas faire tourner la machine à laver, de peur de faire trop de bruit et de troubler leur précieux sommeil. Pendant que la chemise trempait dans la lessive, je me suis assise sur un vieux pot de peinture et j'ai laissé mon regard errer dans le désordre ambiant. Le garage était devenu leur entrepôt. Des cartons de leurs affaires s'empilaient sur les étagères, décorations de Noël, vêtements de bébé devenus trop petits, et même la robe de mariée de Sandrine, suspendue dans une housse de pressing. Mes propres souvenirs étaient confinés dans une petite caisse en bois, dans un coin sombre, de vieux albums photos, la Bible de ma mère, et quelques lettres jaunies d'Hervé, écrites au tout début de notre mariage. Machinalement, j'ai attrapé la Bible. Le livre s'est ouvert au hasard sur une page. Un verset a attiré mon attention. Ne jetez pas vos perles au pourceau. Je n'ai jamais été très croyante, pas vraiment. Mais ces mots ont résonné en moi avec une force incroyable. J'avais donné mes perles, mon temps, mon argent, ma santé, ma patience. Et en retour, je n'avais reçu que des miettes de civilité, et de plus en plus souvent, du mépris. Et maintenant, même mon odeur, l'odeur de mon sacrifice, les offensait. Cette nuit-là, pour la première fois en 8 ans, je n'ai pas mis mon réveil. Je ne me suis pas levée à l'aube pour préparer leur petit déjeuner ou les paniers repas des enfants. J'ai dormi. Un sommeil lourd, sans rêve. Et au réveil, ma décision était prise. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai cherché le numéro d'un avocat. « Tu es bien trop douce avec eux, Géraldine », a déclaré Laurette,
en sirotant son thé avec une assurance qui la caractérisait. Laurette était ma voisine depuis plus de 20 ans. Elle habitait toujours à 2 rues de chez moi et n'avait jamais eu sa langue dans sa poche. Si ma propre belle-fille osait me parler comme Sandrine te parle, je serais déjà 6 pieds sous terre, morte de honte ou d'une crise cardiaque. Nous étions assises sur sa terrasse ensoleillée ce samedi après-midi. Le soleil chauffait agréablement le cuir chevelu et les ombres des arbres dansaient sur le sol. J'étais passée la voir après avoir fait les courses, utilisant ce prétexte pour retarder le moment de rentrer, de porter seul les sacs lourds dans une maison où personne ne lèverait le petit doigt pour m'aider. Il traverse juste une période difficile, ai-je murmuré, répétant la même excuse que je me servais depuis des années. Mais les mots sonnaient faux, même à mes propres oreilles. Laurette a haussé un sourcil sceptique, un talent qu'elle avait perfectionné au fil du temps. 8 ans, Géraldine. 8 ans, ce n'est plus une période difficile, c'est un mode de vie. Mon regard s'est perdu sur sa table en osier blanc, sur le bol de raisin frais qu'elle avait posé entre nous. Sa maison respirait la sérénité. Tout y était à sa place, à son rythme, selon ses règles. Personne ne lui marchait dessus, personne ne s'appropriait son espace en prétendant lui rendre service. Elle était maîtresse chez elle. Je ne veux pas créer de conflit, ai-je avoué à voix basse. Ils ont les enfants. Et ils n'ont nulle part où aller. Laurette s'est penchée vers moi, son regard intense. Ma chérie, tu crois les protéger, mais ce n'est pas ce que tu fais. Tu les laisses t'enterrer vivantes, centimètre par centimètre. Tu es en train de t'effacer. Ces mots ont fait mouche. Un silence profond s'est installé entre nous. Car au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Je ne les protégeais pas, je leur permettais de me détruire à petit feu. J'excusais, j'absorbais, j'endurais. Je m'effaçais. J'ai appelé un avocat, ai-je lâché, dans un souffle à peine audible. Laurette a cligné des yeux, surprise. Vraiment? Oui. Juste pour me renseigner. Pour connaître mes droits, les questions de propriété. Rien de plus, pour l'instant. Elle a posé sa tasse de thé avec une lenteur délibérée et m'a regardé droit dans les yeux. Un petit sourire approbateur s'est dessiné sur ses lèvres. Bien. C'est un début. Ce soir-là, en rentrant, j'ai été accueillie par une vision de chaos dans la cuisine. De la sauce tomate avait éclaboussé la cuisinière et le mur. Des briques de jus vide traînaient sur le comptoir. Mon grand saladier, celui qui venait de ma mère, gisait au fond de l'évier, maculé d'une croûte de pâte à crêpes séchée. Et, touche finale, un post-it était collé sur la porte du réfrigérateur. L'écriture rageuse de Sandrine. « Maman, tu peux nettoyer ce bazar avant que les copines de Léa viennent demain? Merci. » Pas de nom, pas de « s'il te plaît ». Un ordre. Je suis restée figée au milieu de la pièce, les sacs de course pesant au bout de mes bras. Mes épaules étaient lourdes, non seulement du poids des provisions, mais du fardeau de toutes ces années d'ingratitude. J'ai fait demi-tour. J'ai marché jusqu'à ma chambre, je me suis assise sur mon lit pliant et j'ai fixé le plafond. Personne n'est venu frapper à ma porte. Personne n'a demandé si j'avais besoin d'aide avec les courses. Personne n'a même semblé remarquer que j'étais rentrée. Dans le silence de ma petite pièce, un souvenir d'Hervé m'est revenu avec une clarté poignante. C'était peu de temps après notre emménagement dans cette maison. J'étais enceinte de Benoît et je frottais à 4 pattes les carreaux de la salle de bain. Il était entré, m'avait délicatement pris l'éponge des mains et m'avait aidé à me relever. Cette maison, ce ne sont pas que des murs, Gégé, m'avait-il dit en me regardant tendrement. C'est ta colonne vertébrale. Ne laisse jamais personne te la prendre. J'avais oublié ce conseil. Mais ce soir-là, je m'en suis souvenu. Le lendemain matin, je me suis rendue en ville pour mon rendez-vous avec Maître Lebrun. C'était un homme calme, à la calvitie avancée et à la voix douce. Son bureau était impeccable. Il m'a offert un café, que j'ai poliment refusé. Mon estomac était trop noué. J'ai besoin de savoir comment me protéger, ai-je dit d'emblée, en posant sur son bureau ma fiche de paie et une pile de factures. Mon nom est sur tous les documents, mais ils vivent dans ma maison comme si elle leur appartenait. Il a écouté attentivement, sans m'interrompre, posant des questions précises de temps en temps, et prenant des notes sur un carnet. Quand j'ai eu fini, il a posé son stylo. « Madame Hervé, vous êtes entièrement dans votre droit de leur demander de quitter les lieux, a-t-il affirmé. Vous êtes l'unique propriétaire du bien immobilier. Ils n'ont aucun droit légal sur votre maison. Et s'ils refusent de partir? Ai-je demandé, la voix tremblante.
Dans ce cas, nous entamerons une procédure d'expulsion formelle. Cela prendra un peu de temps, il y aura des notifications officielles, de la paperasse, mais c'est une procédure tout à fait standard. Et je m'occuperai de tout pour vous. Je suis restée assise, serrant mon sac à main sur mes genoux comme s'il contenait ma vie. Je ne fais pas ça par colère, ai-je tenu à préciser, comme pour me convaincre moi-même. Maître Lebrun m'a offert un sourire bienveillant. La plupart des gens ne le font pas par colère. Ils le font par épuisement. Parce qu'ils ont été poussés à bout pendant trop longtemps. Il m'a tendu un dossier en carton. À l'intérieur, tout était expliqué, les options, les étapes à suivre. C'était une feuille de route vers ma libération. Je l'ai pris, et en rentrant à la maison, je l'ai glissé sous mon oreiller. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi d'un sommeil profond, sans cette boule d'angoisse oppressante dans ma poitrine. L'aile de poulet, froide et à moitié mangée, a heurté ma poitrine avec un bruit sourd et humide. J'ai baissé les yeux, voyant la tache de sauce grasse s'étaler sur mon uniforme propre. Puis j'ai levé les yeux. Hugo, mon petit-fils de 8 ans, me regardait avec un large sourire malicieux, fier de son exploit. « Oups » a-t-il dit, sans la moindre trace de remords. Derrière lui, Léa, plongée dans son téléphone, a laissé échapper un gloussement. Il visait le chien. Le chien, en effet, a jappé et s'est réfugié sous la table. Sandrine, absorbée par son ordinateur portable, n'a même pas tourné la tête. « Hugo » a-t-elle lancé d'une voix distraite, « on ne joue pas avec la nourriture. C'est du gâchis. » Et c'est tout. Pas d'excuses. Pas la moindre reconnaissance de l'humiliation que je venais de subir. Je me tenais là, un plat de poulet rôti et de purée encore fumant dans les mains. Je venais de passer 1 heure en cuisine pour leur préparer le dîner. Personne ne m'avait aidé. Personne ne m'avait remercié. Et maintenant, j'étais leur cible. J'ai posé le plat sur le comptoir avec une lenteur infinie, chaque mouvement contrôlé pour ne pas tout envoyer valser. J'ai attrapé une feuille d'essuie-tout et j'ai tamponné la tache sur ma blouse. Trop tard. La graisse et la sauce tomate s'incrustaient déjà dans le tissu. Benoît est entré dans la cuisine à ce moment-là, reniflant l'air. « Tiens, il y a une odeur bizarre. » Je n'ai pas répondu. L'odeur bizarre, c'était le comportement de son fils. Ce qui puait dans cette maison, ce n'était pas mon dîner, c'était leur suffisance, leur mépris. « Ça va, maman ?» a-t-il demandé, me jetant à peine un regard. J'ai hoché la tête. La vérité, c'est que j'avais dépassé le stade du « ça ne va pas ». J'étais ailleurs. Dans un état de calme glacial, d'engourdissement. J'avais enfin heurté le mur vers lequel je marchais depuis 8 ans. Le choc était passé. Il ne restait que la froide résolution. Cette nuit-là, comme la veille, j'ai lavé mon uniforme souillé dans le garage, en silence. Mes doigts endoloris par le froid et l'effort se crispaient en essorant le tissu. Je repensais aux paroles de Maître Lebrun. La procédure commencerait par une lettre, une mise en demeure formelle. 30 jours. Un compte à rebours vers la liberté. Ce n'était plus une option. C'était une nécessité. Le lendemain, je suis allée au palais de justice. J'ai récupéré les formulaires nécessaires, j'ai fait des photocopies. J'avais l'impression de porter un secret lourd et tranchant, dissimulé sous mon pull. C'était un sentiment étrange, un mélange de peur et de puissance. En sortant, je me suis arrêtée au supermarché. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas rempli mon caddie de lait d'avoine, de compote de fruits bio ou de gaufres sans gluten. J'ai acheté du thé, des oranges et un petit pot de crème pour mes mains. Juste pour moi. Quand je suis rentrée à la maison, Sandrine était affalée sur le canapé en pantalon de pyjama, une cuillère à la main, mangeant de la glace directement dans le bac. « On n'a plus du bon café », m'a-t-elle lancé sans même lever les yeux. « Tu pourras en prendre demain. » Je suis passée devant elle sans prononcer un mot. Je suis allée directement dans ma chambre. J'ai rouvert le dossier de l'avocat, j'ai relu les termes juridiques, avise de quitter les lieux, occupant sans droit ni titre, défaut de se conformer. Les mots étaient brut, impitoyable. Pour les signer, je devais devenir quelqu'un d'autre. Ou plutôt, redevenir moi-même. Ce soir-là, je n'ai préparé le dîner que pour une seule personne. Un simple bol de soupe. Je l'ai mangé dans ma chambre, la porte fermée. Les rires et les conversations provenant du salon me parvenaient comme un écho lointain, d'une autre vie, d'une maison qui n'était déjà plus tout à fait la mienne. Plus tard, Hugo a frappé à ma porte. « Mamie, je peux avoir de la glace. » « Tu devras demander à ta mère »,
ai-je répondu, ma voix neutre. Il a paru déconcerté. Mais d'habitude, c'est toi qui. Plus maintenant. Il m'a regardé avec de grands yeux, comme si je venais de lui parler dans une langue inconnue, puis il a tourné les talons et est parti en courant. Quelques minutes après, c'est Léa qui est apparue, l'indignation peinte sur son visage d'adolescente. Pourquoi tu l'as vexée? C'est méchant. Je l'ai regardée. Cette jeune fille que j'avais tant aimée, que j'avais bercée, dont la petite main s'était si souvent agrippée à la mienne. Et je n'ai rien dit. J'ai doucement refermé la porte. Et pour la première fois depuis qu'il vivait ici, j'ai tourné le petit verrou. Le lendemain matin, de bonne heure, je suis allée à la poste. J'ai envoyé la mise en demeure en lettres recommandées avec accusé de réception. Le geste était fait. Irréversible. En revenant, j'ai vu Benoît qui faisait les 100 pas devant la maison, son téléphone collé à l'oreille. Je te le dis, mec, elle est super bizarre en ce moment. Je me demande si elle n'a pas un début de démence ou un truc du genre. Je suis passée à côté de lui. Il ne m'a même pas vu. Et j'ai pensé, tu vas bientôt voir à quel point mon esprit est clair et déterminé. Au restaurant, le chaos habituel régnait. Le bourdonnement de la ruche, les bips incessants des casques du drive, les sonneries stridentes des minuteurs, la friteuse qui crachait son huile bouillante avec fureur. Je me mouvais au milieu de ce vacarme en pilote automatique. Nouer des sacs en papier, crier des numéros de commande, esquisser un sourire de façade pour les clients. Mon corps tout entier n'était qu'une seule et même douleur. Les épaules, les genoux, les poignets. C'était plus simple de compter les parties qui ne me faisaient pas mal. Géraldine, ça va? Marc, un jeune collègue d'accent grave peine 20 ans, embauché récemment, s'est appuyé sur le comptoir à côté de moi pendant une accalmie. Vous êtes drôlement silencieuse aujourd'hui. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier graisseux et j'ai hoché la tête. Je réfléchis, c'est tout. Il a laissé échapper un petit sifflement. Franchement, je sais pas comment vous faites pour tenir. Ça fait que 3 jours que je suis là et j'ai déjà les pieds en feu. On s'habitue, lui ai-je répondu, même si c'était un mensonge. On ne s'habituait jamais vraiment. On arrêtait juste de s'en plaindre. De toute façon, il n'y avait personne pour écouter. N'empêche, a-t-il repris, en me regardant avec un respect teinté de pitié, comme si j'étais une sorte de vestige d'une autre époque. C'est pas normal de devoir travailler aussi dur à votre âge. J'ai esquissé un faible sourire. La vie ne te demande pas ton avis sur ce qui est normal ou pas. Elle te tend un plateau et elle te dit, continue d'avancer. Il a ri. C'est profond, Madame Gégé. Je ne me sentais pas profonde. Je me sentais vieille, usée, comme une machine rouillée. Mais je restais debout. Parce que rester debout, c'était la seule chose qui me séparait de l'effondrement total, de l'oubli. Pendant ma pause, je me suis isolée dans l'arrière-salle. Les autres faisaient défiler les réseaux sociaux sur leur téléphone ou se plaignaient des clients. J'ai mangé mon sandwich en silence, relisant pour la 10e fois l'email de confirmation de la poste. La mise en demeure avait bien été livrée. Le compte à rebours était enclenché. 30 jours. 29. Maintenant. J'aurais dû être submergée par une vague d'émotions. Le triomphe, la peur, le doute. Mais non. Je ressentais un calme étrange, presque inquiétant. Le calme de quelqu'un qui a arrêté de se débattre pour ne pas couler, et qui a enfin commencé à nager vers une rive inconnue. La soirée s'était tirée. Les commandes continuaient d'affluer. À un moment, un client a renversé un plateau entier de boissons gazeuses. Je me suis penchée pour aider à éponger le sol collant. Mes genoux ont craqué si fort que Marc, à côté de moi, a sursauté. « C'est vous qui avez fait ce bruit. » Ne fais pas l'étonner, lui ai-je répondu en riant doucement. Il a souri, puis a hésité. « Dites, je peux vous poser une question un peu personnelle. » J'ai levé les yeux, une serpillière à la main. « Vous avez des enfants ?» La question, si simple, a résonné en moi avec une violence inattendue. « Oui », ai-je répondu sobrement. Il a hoché la tête, comme s'il s'en doutait. « Et il vous aide. Financièrement, je veux dire. » Je me suis redressée lentement, mon dos protestant. « Non. Ils vivent avec moi. C'est moi qui les aide. » Il a cligné des yeux, perplexe. « Ah. C'est cool, j'imagine. » Cool. Le mot était si décalé. Je ne l'ai pas corrigé. Je ne lui ai pas raconté la vérité. Je n'ai pas dit qu'ils avaient pris tout ce que j'avais à offrir et qu'ils avaient oublié la signification du mot « merci ».
Je n'ai pas dit que je faisais ce travail éreintant pour qu'ils puissent regarder Netflix sur des écrans payés avec mon argent, dans des lits que je leur avais cédés. J'ai juste murmuré un « ouais » évasif et je suis retournée à mon travail. À l'heure de la fermeture, j'étais vidée, épuisée jusqu'à la moelle. Le manager a proposé de me raccompagner à ma voiture. J'ai poliment décliné. Ma voiture n'était pas là. J'avais de nouveau pris le bus. L'essence coûtait trop cher, et Sandrine avait toujours une bonne excuse pour ne pas participer aux frais. L'air frais de la nuit m'a saisi, vif et honnête. En attendant le bus, sous la lumière blafarde d'un lampadaire, j'ai regardé mes mains. Ces mêmes mains qui avaient bercé Benoît quand il était malade. Qui avaient tressé les cheveux de Léa. Qui avaient pétri la pâte pour la tarte aux pêches préférée de Sandrine. Maintenant, elle tremblait légèrement. Mais ce n'était pas un tremblement de faiblesse. C'était le frémissement d'une décision irrévocable. Quand je suis arrivée à la maison, la lumière du porche était, comme d'habitude, éteinte. J'ai cherché mes clés à tâtons dans le noir. J'ai failli trébucher sur une trottinette abandonnée dans l'allée. À l'intérieur, la maison était plongée dans un silence lourd. Le genre de silence qui n'attend personne, qui ne demande pas où vous étiez. En passant devant le salon, j'ai vu le désordre habituel. Des canettes de soda vides, des chaussettes sales, une assiette grasse sur la table basse. Je n'ai rien touché. Je suis allée dans ma chambre, j'ai sorti le dossier de sous mon oreiller et j'ai commencé à remplir les formulaires suivants que Maître Lebrun m'avait préparés. Le compte à rebours avait commencé. Et je n'avais aucune intention de faire marche arrière. La salle d'attente du cabinet Lebrun et Associés était un havre de paix. Petite, silencieuse, avec une légère odeur de cire au citron. Je me suis assise sur une chaise grise un peu rigide, les mains sagement croisées sur mon sac, où les documents étaient soigneusement rangés. En face de moi, un homme en costume impeccable faisait défiler son téléphone, complètement indifférent à ce qui l'entourait. Je me suis demandé s'il pouvait deviner que cette journée n'était pas une journée comme les autres pour moi. Que ce n'était pas une simple formalité, mais le premier pas concret vers la reconquête de ma vie. Maître Lebrun m'a reçu à 10 heures précises. Son bureau était à son image, ordonné, bordé de livres juridiques qui semblaient avoir été réellement consultés. Il m'a accueilli avec une chaleur professionnelle et m'a indiqué la chaise en face de son bureau. Il a attendu que je sois bien installée. « Vous êtes prête à commencer ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, la gorge sèche. Il a ouvert un dossier sur lequel était inscrit mon nom. Nous avons reçu la confirmation de réception de la mise en demeure de 30 jours. Le compte à rebours est donc officiellement enclenché. J'ai laissé échapper un long soupir que je ne savais pas retenir. S'ils ne sont pas partis à l'expiration de ce délai, nous déposerons immédiatement la requête d'expulsion auprès du tribunal, a-t-il continué d'une voix calme. La procédure peut prendre encore quelques semaines, voire un mois, mais soyez assurés que la loi est de votre côté. J'ai fixé mes mains posées sur mes genoux. La peau était plus fine, plus fragile qu'avant, les veines saillantes comme des rivières asséchées. Je n'ai jamais fait une chose pareille, ai-je murmuré. Prendre quelque chose à quelqu'un. Vous ne prenez rien, Madame Hervé, a-t-il corrigé gentiment. Vous reprenez ce qui vous appartient. C'est très différent. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je n'étais pas d'accord. Je l'étais. Mais l'entendre formulé par quelqu'un d'autre rendait la chose si réelle, si définitive. Il m'a ensuite expliqué en détail les étapes suivantes, la documentation à rassembler, les signatures à faire certifier chez un notaire, le calendrier probable du dépôt au tribunal. J'ai écouté attentivement, j'ai pris des notes, j'ai signé les documents qu'il me présentait. Alors que nous terminions, il s'est adossé à son fauteuil en cuir. Vous êtes absolument certaine de vouloir aller jusqu'au bout? J'ai levé les yeux et je l'ai regardé droit dans les siens. Non. Mais je suis plus en paix avec cette décision que je ne l'ai été avec n'importe quoi d'autre depuis des années. Quand je suis rentrée cet après-midi-là, la maison était vide. Un mot griffonné sur le comptoir indiquait que Sandrine avait emmené les enfants dans un parc de jeux intérieurs. Benoît était probablement parti à l'un de ses « petits boulots », ce qui signifiait en général une partie de cartes avec ses amis. J'ai profité du calme. Je me suis préparé un thé, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert le dossier de l'avocat. Tout était en place. La structure légale de ma décision silencieuse était maintenant érigée. Une décision prise un soir de trop, debout devant une friteuse, en me demandant à quel moment exact ma propre voix avait cessé d'avoir la moindre importance. Je n'ai pas entendu la porte d'entrée s'ouvrir, mais la voix forte de Benoît a soudain brisé le silence.
Il était au téléphone, riant bruyamment. Ouais, elle n'est pas là, je crois. Probablement partie acheter sa soupe de vieille. Tu sais comment elle est. Il est entré dans la cuisine et s'est figé net en me voyant. Oh, salut, maman, a-t-il dit en glissant son téléphone dans sa poche, l'air gêné. Je ne savais pas que tu étais rentré. J'avais un rendez-vous, ai-je répondu d'une voix neutre. Chez le médecin. Non. Il a attendu une explication qui n'est pas venue. Je me suis contenté de siroter mon thé en le regardant. Mon silence, mon immobilité, semblaient le déconcerter. Il s'est gratté l'arrière du cou, un tic nerveux qu'il avait depuis l'enfance. Tout va bien. Très bien. Une autre pause. Puis, écoute, si c'est pour la vaisselle ou un autre truc, j'allais le faire, tu sais. Ce n'est pas pour la vaisselle. Il est resté là, planté au milieu de la pièce, déplaçant son poids d'un pied sur l'autre, comme un adolescent pris en faute. Tu es en colère pour quelque chose. J'ai haussé un sourcil. Et pourquoi serais-je donc en colère, Benoît? Il a haussé les épaules, incapable de formuler une réponse. Je me suis levé, j'ai rassemblé mes papiers dans le dossier, et je me suis dirigé vers ma chambre. Je n'ai pas claqué la porte, je n'ai pas élevé la voix. Mais je savais qu'à partir de ce moment, il allait commencer à se poser des questions. Ils le feraient tous. Et le questionnement était la première étape de leur prise de conscience. Cette nuit-là, bien après qu'ils se soient tous couchés, je suis sorti sur la terrasse. L'air était doux, le ciel piqué d'étoiles. Je me suis assise dans le vieux fauteuil à bascule d'Hervé et j'ai contemplé l'obscurité. La maison, derrière moi, était calme pour l'instant. Mais je savais que ce n'était que le calme avant la tempête. Mon offensive a commencé par les services publics. La facture de gaz était, bien évidemment, toujours à mon nom. Tout comme l'électricité, l'eau, l'assurance habitation. Je n'avais jamais changé cela, malgré les vagues promesses de Benoît de « prendre le relais ». La vérité, c'est qu'il ne voulait pas de cette responsabilité. Il voulait juste l'illusion de contribuer. Assise devant mon vieil ordinateur, j'ai accédé à mon espace client en ligne. J'ai changé le mot de passe du compte de gaz. Puis celui de l'électricité. Puis celui de l'eau. Chaque clic de souris était comme le son d'une paire de ciseaux coupant un des fils qui m'avait tenu captive pendant si longtemps. Je ne faisais pas ça par méchanceté. Je le faisais par besoin de clarté. Le coup de grâce a été le Wi-Fi. La ligne de vie de Sandrine, son portail vers les réseaux sociaux et les émissions de cuisine en streaming. J'ai jeté un œil à l'historique de consommation. Des heures et des heures de contenu visionné. J'ai fait une pause, puis, d'un clic, j'ai changé ce mot de passe aussi. L'étape suivante fut la banque. J'y suis allé en personne le lendemain matin. Je portais mon plus joli chemisier, celui avec de minuscules motifs lilas. J'ai fait la queue patiemment. La jeune femme au guichet, d'environ 25 ans, m'a souri poliment. Je lui ai expliqué calmement ce que je voulais. Je souhaite révoquer toutes les procurations sur mes comptes. Elle a cligné des yeux, surprise. Vous avez une procuration enregistrée au nom de votre fils, c'est bien ça? Oui. Et je suis ici pour l'annuler. Quelques formulaires et une signature plus tard, c'était fait. Benoît n'aurait plus jamais accès à mon épargne, à mon compte courant, ni à mon plan de retraite. Les commandes Amazon de Sandrine, qui étaient débitées sur ma carte, seraient désormais refusées. Tout comme son abonnement à cette box de repas sophistiqués qu'elle adorait, celle qu'elle me laissait toujours le soin de déballer et de ranger. La guichetière m'a tendu les documents mis à jour. Puis-je faire autre chose pour vous aujourd'hui, Madame Hervé? J'ai secoué la tête. Non, merci. J'en ai fait assez pour aujourd'hui. En sortant de la banque, la lumière du soleil m'a paru plus vive. J'ai senti un poids étrange s'envoler de mes épaules. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était du soulagement. De retour à la maison, personne n'a rien remarqué. Sandrine était dans le jardin, absorbée par son téléphone, tandis que les enfants criaient autour d'elle. Benoît était dans le garage, fouillant dans sa vieille caisse à outils, cherchant probablement quelque chose qu'il ne réparait jamais. Je suis passé devant eux sans un mot. Dans la cuisine, je me suis assise avec mon thé et j'ai écrit une liste détaillée. Une liste de tout ce que j'avais payé pour eux au fil des ans, l'assurance de leur voiture, les frais de scolarité des enfants, les courses hebdomadaires, le loyer implicite qu'ils n'avaient jamais appelé par son nom. J'ai tout noté, avec les montants approximatifs. En bas de la page, j'ai souligné une phrase.
rien de tout cela n'a jamais été gratuit. Tout cela a eu un coût. J'ai aimanté la liste sur la porte du réfrigérateur, bien en évidence. Au dîner, ils l'ont enfin vu. Sandrine l'a lu en premier, ses sourcils se fronçant. C'est quoi, ça? Ça veut dire quoi? Benoît a lu par-dessus son épaule, puis son regard s'est tourné vers moi. Tu es en colère pour quelque chose, maman? Non, ai-je répondu calmement en mangeant ma soupe. Je clarifie simplement les choses. Il a eu un rire nerveux. Sandrine a marmonné, c'est d'un passif-agressif. Mais elle n'a pas osé arracher la note. Pas encore. Elle sentait que le vent avait tourné. Cette nuit-là, vers 23 heures, le signal Wi-Fi s'est coupé. Je l'ai entendu grogner à travers le mur. Géraldine, Internet est en panne. Fais quelque chose. Je n'ai pas bougé. Une minute plus tard, Benoît a frappé à ma porte. Maman, il y a un problème avec la box. Je sais, ai-je répondu à travers la porte. Il y a eu un silence. Tu ne vas pas la redémarrer. Non, ai-je dit calmement. Le service n'est plus actif. Un autre silence, plus long cette fois. Qu'est-ce que ça veut dire, plus actif? Ça veut dire, Benoît, ai-je dit doucement mais fermement, que ce qui est à moi est de nouveau à moi. Puis j'ai éteint ma lampe de chevet. Les jours suivants, l'atmosphère dans la maison est devenue électrique. Les petites piques ont commencé. Sandrine claquait les portes des placards avec une violence contenue. Benoît traînait dans la cuisine, l'air de vouloir me parler, mais sans jamais trouver les mots. Les enfants, sentant la tension, marchaient sur la pointe des œufs autour de moi. Personne n'abordait le sujet de front. Pas encore. Ils s'imaginaient que c'était une de mes humeurs, une phase qui allait passer. Ils n'avaient pas compris que j'avais annulé bien plus que leur connexion Internet. La confrontation a eu lieu le 3e jour, au sujet de la lessive. Sandrine m'a barré le passage dans le couloir, vêtue de son peignoir. Je n'arrive pas à me connecter au site pour payer la facture d'électricité, a-t-elle dit, le ton accusateur. Tu as changé le mot de passe? Oui, ai-je répondu simplement. Elle a attendu. Et donc? Tu peux me le donner? Non. Sa bouche s'est entr'ouverte sous le choc. Comment ça, non? Je veux dire que ce n'est plus ton problème. Elle a eu un ricanement méprisant. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je n'ai pas répondu. Je l'ai contourné, un panier de serviettes fraîchement pliées dans les bras. Les dernières que je plierais pour eux. Elle n'a pas insisté. Plus tard dans l'après-midi, c'est Benoît qui est venu me trouver. Il est entré dans la cuisine, les mains dans les poches, adoptant la même posture qu'il avait adolescent lorsqu'il était pris en faute. Maman, il faut qu'on parle. J'étais en train d'éplucher des pommes pour une tarte. Une tarte pour moi seule. J'écoute, ai-je dit sans le regarder. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. C'est tout. J'ai continué mon travail. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a haussé les épaules. Ben, le Wi-Fi est coupé. Tu as bloqué l'accès aux factures. Tu agis comme si on était des étrangers. J'ai posé l'épluchure sur le plan de travail et j'ai pris une autre pomme. Je ne pense pas que j'agisse. Je pense que j'ai simplement arrêté de faire semblant. Il s'est frotté la nuque, mal à l'aise. D'accord. Alors quoi? Tu es en colère pour l'histoire du poulet? Pour la liste sur le frigo? Ou c'est un truc que Sandrine a dit? Je ne suis pas en colère, Benoît, ai-je dit calmement, en posant mon couteau. Je suis au bout. Au bout de quoi? J'ai enfin levé les yeux vers lui. Au bout du rôle de la bonne, du portefeuille sur pattes, du bruit de fond. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Il n'a rien trouvé à dire. Ok, a-t-il finalement balbutié. Donc, tu nous coupes les vivres, c'est ça. J'ai repris mon couteau. Je reprends ma vie, Benoît. Tu as eu 8 ans de la mienne. Ça suffit. Il a cligné des yeux, l'air complètement perdu. Mais d'où ça sort, tout ça? C'est à cause de papa? C'est ça. Cette remarque m'a glacé le sang. Je l'ai fusillé du regard. Ne mêle jamais ton père à ça. Il aurait honte. Honte de la façon dont tu m'as traité. Benoît a tressailli, comme s'il avait reçu une gifle. Bien. Certaines choses devaient être dites. Cette nuit-là, je les ai entendus discuter dans leur chambre. Leur voix était étouffée,
Mais je pouvais distinguer la colère de Sandrine et les tentatives de Benoît pour la calmer. À un moment, la porte s'est ouverte brusquement et elle est sortie en trombe, me frôlant dans le couloir sans un regard. « Tu veux la guerre, Géraldine ?» a-t-elle sifflé entre ses dents. « Très bien, tu l'auras. » Je suis retournée à ma tisane. La guerre ? J'avais déjà gagné la bataille la plus importante, celle contre moi-même. Le lendemain, une publication est apparue sur sa page Facebook. C'est triste de voir comment certaines personnes oublient la signification du mot famille. Mais Dieu voit tout et saura juger. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Vers l'heure du dîner, Benoît a frappé à ma porte. Il faut qu'on parle. Tous ensemble. Je les ai rejoints dans le salon. Les enfants avaient été envoyés chez les voisins. Sandrine était assise sur le canapé, le dos droit comme un i, les bras croisés. Benoît faisait les 100 pas. « Tu rends l'atmosphère de cette maison vraiment invivable », a-t-il commencé. « C'est ma maison, ai-je simplement rappelé. C'est ça, oui. Et tu nous le jettes à la figure maintenant, après tout ce qu'on a fait pour toi. » J'ai penché la tête sur le côté. « Et qu'avez-vous fait pour moi, exactement ?» Il a hésité, cherchant ses mots. Sandrine a volé à son secours. « On a été là pour toi. On t'a soutenu. On t'a tenu compagnie. » Soutenu. Tu serais toute seule, sinon, a-t-elle lancé, agressive. J'ai hoché la tête lentement. Oui. Je serais seule. Avec mon calme, mon respect, et des éviers propres. Benoît a levé une main pour l'arrêter. Bon, écoutez, essayons d'être raisonnables. J'ai été raisonnable pendant 8 ans, Benoît. 8 ans. Il a soupiré, à bout d'arguments. Et alors? Qu'est-ce que tu veux? Que l'on parte. J'ai déjà entamé la procédure pour cela. Leurs expressions ont changé du tout au tout. La suffisance a laissé place à une peur panique. La mâchoire de Sandrine s'est crispée. Benoît m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait plus. « Tu as, quoi ?» a-t-il articulé difficilement. J'ai entamé une procédure d'expulsion, ai-je dit, chaque mot pesé. L'avis vous a été signifié. 30 jours. Il en reste 20. Sandrine s'est levée d'un bond. « Tu es complètement folle. » « Non, » ai-je répondu en la regardant droit dans les yeux. « Je suis enfin réveillée. » Sur ces mots, j'ai quitté la pièce. Et j'ai fermé la porte derrière moi, les laissant à leur colère et à leur incrédulité. Peu importait. La maison commençait enfin à me reconnaître. La lettre officielle du tribunal est arrivée un jeudi matin. Une enveloppe Kraft toute simple, avec le sceau du tribunal dans le coin supérieur. Je l'ai prise dans la boîte aux lettres et je l'ai posée bien en évidence sur la petite console de l'entrée, un endroit où je savais qu'il ne pourrait pas la manquer. Je ne me suis pas cachée. Je n'ai pas attendu leur réaction avec anxiété. J'ai simplement préparé mon thé et je me suis installée près de la fenêtre, regardant les feuilles de l'érable danser doucement dans le vent. C'est Benoît qui l'a trouvé en premier. J'ai entendu le bruit sec de l'enveloppe qu'on déchire, le froissement des papiers, puis une soudaine inspiration, comme un hoquet de surprise. « Maman !» a-t-il hurlé depuis le couloir. « C'est quoi ce bordel ?» Je n'ai pas bougé de ma chaise. Un instant plus tard, il a déboulé dans la cuisine, agitant la feuille de papier comme si elle était en feu. « Tu nous fais un procès. Tu as déposé une demande d'expulsion au tribunal. » Je l'ai regardé calmement par-dessus ma tasse. « Je vous avais prévenu. » « Tu ne nous as pas prévenus. Tu as marmonné des trucs, mais tu n'as jamais dit que tu étais sérieuse. » Je ne pensais pas avoir besoin de le répéter pour être comprise. Il arpentait la cuisine, tournant en rond comme un animal en cage. « Mais on est censé aller où ? Dis-moi. Tu crois qu'on a de l'argent pour payer une caution et un premier mois de loyer comme ça, en claquant des doigts ? » J'ai levé ma tasse. « Vous avez eu 8 ans pour y penser. » Sandrine est entrée à son tour, les cheveux tirés en un chignon si serré que ça semblait douloureux, la fureur déformant ses traits. « Tu es sans cœur », m'a-t-elle craché au visage. « Après tout ce qu'on a fait pour toi. »« Stop », ai-je dit. Ma voix était calme, mais tranchante comme une lame. « Ne redis plus jamais ça. Cesse de prétendre que tu as donné plus que tu n'as pris. » Elle a ouvert la bouche pour répliquer, mais je ne lui en ai pas laissé le temps. « Vous vivez dans ma maison, vous mangez ma nourriture, vous utilisez mon électricité. Vous laissez votre désordre pour que je le nettoie. Vous me laissez vos enfants pour que je les élève, et vous n'avez jamais,
pas une seule fois en 8 ans, dis simplement merci. Benoît a baissé la tête et a détourné le regard. La mâchoire de Sandrine s'est contractée. Tu veux nous voir à la rue? C'est ça que tu veux? A-t-elle sifflé? Je veux vous voir hors de ma maison, ai-je répondu, imperturbable. Après, tu peux appeler ça comme tu veux. Ils ont quitté la pièce en trombe, me laissant seul dans le silence soudain. Un silence qui, pour la première fois, sonnait comme une victoire. Plus tard dans la soirée, j'ai trouvé un mot griffonné à la hâte et glissé sous ma porte. L'écriture agressive de Sandrine. Tu vas le regretter quand tu seras vieille et seule. J'ai lu le mot, je l'ai plié en 4 et je l'ai jeté à la poubelle. Le week-end qui a suivi, ils ont abandonné toute prétention de civilité. C'était la guerre froide. Plus de petites conversations forcées, plus de politesse de façade. Ils m'évitaient ostensiblement dans le couloir. Ils ont cessé de nettoyer quoi que ce soit, laissant la vaisselle s'empiler et la poubelle déborder. Ils montaient le son de la télévision à un niveau assourdissant tard dans la nuit. Un matin, j'ai découvert que Sandrine avait utilisé ma tasse de thé préférée, celle que ma mère m'avait offerte, et l'avait laissée dans l'évier. Fais-les. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien nettoyé. J'ai arrêté de cuisiner pour eux, de plier leur linge, de ramasser les morceaux de leur vie qu'ils laissaient derrière eux. Et les jours continuaient de défiler sur le calendrier. 19, 18, 17. Ils pensaient m'avoir à l'usure. Ils croyaient que si leur comportement devenait suffisamment insupportable, je finirais par craquer, par revenir à mon rôle de servante silencieuse. Mais ils ne comprenaient pas une chose fondamentale. Une fois qu'une femme a commencé le long chemin pour se choisir elle-même, il n'y a plus de retour en arrière possible. Pas même pour la famille. L'audience était fixée à 9 heures du matin, à la division des affaires familiales du tribunal. Je suis arrivée bien en avance. Je portais ma plus belle veste de tailleur bleu marine, celle que je ne sortais que pour les grandes occasions, les mariages et les enterrements. Cette journée, d'une certaine manière, tenait des deux. Maître Lebrun m'a retrouvée devant la salle d'audience. Il a vérifié une dernière fois les papiers, son calme habituel agissant comme un baume sur mon anxiété. Ils n'ont déposé aucune objection formelle au greffe, m'a-t-il informé. Mais ils seront là. Restez simplement vous-même. Soyez honnête. Ce sera plus que suffisant. J'ai hoché la tête, le cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, la salle d'audience était sobre et impersonnelle. Des bancs en bois usé, des murs d'un blanc cassé, une vague odeur de vieux papier et de café froid. Je me suis assise sur le banc de gauche, celui des demandeurs. Benoît et Sandrine sont arrivés 5 minutes avant l'heure. Elle portait un blazer noir trop serré et s'était aspergée d'un parfum entêtant. Benoît, lui, évitait soigneusement mon regard. La juge, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris acier et à la voix claire et précise, a appelé l'affaire « Géraldine Hervé contre Benoît et Sandrine Hervé. Requête en vue d'expulsion. » Nous nous sommes levés, nous nous sommes présentés, puis nous nous sommes rassis. La juge s'est adressée à moi. « Madame Hervé, vous demandez donc l'expulsion de votre fils et de sa famille d'un bien immobilier dont vous êtes l'unique propriétaire. Est-ce bien exact? » Oui, madame la juge. Pour quel motif? Ils vivent dans ma maison depuis plus de 8 ans sans jamais payer de loyer, sans contribuer aux charges, et sans respecter les règles de vie commune. Je leur ai offert un toit en tant que famille, mais cet arrangement est arrivé à son terme. Elle a hoché la tête, prenant des notes. Existe-t-il un contrat de location, même verbal? Non. Ont-ils déjà participé financièrement aux factures ou aux dépenses de la maison? Non, madame. Sur son banc, Benoît s'est agité, mal à l'aise. Sandrine a laissé échapper un marmonnement inaudible. La juge s'est tournée vers eux. Contestez-vous les faits présentés par madame Hervé? Benoît s'est raclé la gorge. Madame la juge, nous sommes une famille. Cela ne devrait pas se régler devant un tribunal. Nous vivons là depuis des années. Ma mère n'a jamais dit qu'elle voulait que nous partions. Pas avant ces dernières semaines. La juge a haussé un sourcil. Supposiez-vous donc avoir un droit de séjour permanent dans sa propriété? Non, mais, je veux dire, on pensait avoir le temps de se retourner. On a 2 enfants. On ne s'attendait pas à... Sandrine l'a interrompue. Elle est simplement vindicative. Nous sommes des adultes, bien sûr, mais elle reste leur grand-mère. Est-ce que ça ne compte pour rien? Le regard de la juge est revenu vers moi. Madame Hervé, pourquoi cette décision maintenant,
après 8 ans. Je n'ai pas regardé mon fils ni ma belle-fille. J'ai regardé la juge droit dans les yeux et j'ai parlé d'une voix simple et claire. Parce que j'ai cessé de confondre mon épuisement avec de l'amour. J'ai cessé d'accepter le manque de respect en échange d'un semblant de paix. J'ai donné tout ce que je pouvais donner, mon temps, mon argent, mon énergie, mon attention. Et plus je donnais, plus il prenait. Je ne voulais pas en arriver là, mais je refuse de continuer à être effacé dans ma propre maison. Un silence de plomb est tombé sur la salle d'audience. Même Sandrine s'était tue. La juge s'est tournée vers mon avocat. Maître Lebrun, tous les documents sont en ordre. Oui, madame la juge. La procédure a été respectée. Elle a hoché la tête une seule fois, fermement. Jugement accordé. La requête est approuvée. Les défendeurs disposent d'un délai de 10 jours ouvrables pour libérer les lieux. Passé ce délai, une expulsion avec le concours de la force publique pourra être ordonnée. Son marteau a frappé le bois. Un son sec, net, final. Sandrine a eu un hoquet de stupeur. Benoît fixait le vide, le visage défait. Je me suis levé lentement. Mes mains ne tremblaient pas. Dehors, sur le parvis du tribunal, ils m'ont rattrapé. Tu l'as vraiment fait, a dit Benoît, sa voix blanche. Tu es vraiment allé jusqu'au bout. Oui. Mais on est ta famille, maman. J'en suis bien consciente. Sandrine a croisé les bras, le visage fermé. Tu le regretteras quand tu seras vieille et seule. J'ai affronté son regard dur. Je suis vieille depuis un moment déjà, Sandrine. Mais je n'ai jamais été seule. Pas avant que vous n'emménagiez. Ils ne m'ont pas suivi jusqu'à ma voiture. J'ai conduit pour rentrer chez moi en silence. Pas de musique, pas de radio. Juste le bruit du moteur et le sifflement du vent. En tournant dans ma rue, j'ai vu l'érable qu'Hervé avait planté à la naissance de Benoît. Ses feuilles bruissaient dans la brise de l'après-midi. La maison était là, qui m'attendait. Et pour la première fois depuis 8 longues années, j'ai eu le sentiment qu'elle m'attendait vraiment, moi, et moi seule. Le camion de déménagement est arrivé un mardi matin, à 8h42. C'était l'un de ces camions de location bon marché, avec la peinture écaillée sur les flancs et un moteur qui toussait bruyamment en manœuvrant dans mon allée. Je me tenais près de la fenêtre de la cuisine, ma tasse de thé fumante à la main, les observant entasser leurs affaires à l'arrière. Des cartons, des paniers à linge débordants, 2 vélos d'enfants aux roues voilées. Sandrine, le téléphone vissé à l'oreille, aboyait des ordres. Benoît, lui, portait les objets un par un, avec une lenteur calculée, comme si, en ralentissant le rythme, il pouvait inverser le cours du temps. Personne n'est venu frapper à ma porte. Personne n'a demandé à emprunter du ruban adhésif ou un coup de main. C'était mieux ainsi. J'avais déjà préparé le terrain. Le couloir était dégagé. J'avais réintégré mes quelques affaires dans la chambre que j'avais abandonnée 8 ans plus tôt. Le lit pliant dans l'ancienne salle à manger était plié et recouvert d'un drap, prêt à être donné à Emmaüs. J'avais passé l'aspirateur ce matin-là. Pas pour eux. Pour moi. Pour purifier l'espace. Vers 10 heures, j'ai entendu des pas dans la cuisine. Benoît se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Il avait l'air plus petit, comme si le poids des conséquences l'avait fait rétrécir. « On sera parti d'ici midi », a-t-il dit d'une voix neutre. J'ai hoché la tête. « Tu es sûr que c'est ce que tu veux ?» a-t-il tenté une dernière fois. J'ai croisé son regard. « C'est ce dont j'ai besoin. » Il a déplacé son poids d'un pied à l'autre. « Les enfants ne comprennent pas. Ils comprendront un jour, » ai-je répondu doucement. Il a hoché la tête, la mâchoire contractée. « Tu ne vas même pas leur dire au revoir. » J'ai dit au revoir, Benoît. Bien plus de fois que tu ne l'as remarqué. Chaque soir où je suis rentré du travail et que tu n'as pas demandé comment j'allais. Chaque fois que j'ai préparé le dîner et que j'ai mangé seul dans ma chambre. Chaque anniversaire que tu as oublié. Chaque gentillesse que tu as considérée comme un service dû. Mes au revoir étaient silencieux. Il a détourné le regard, incapable de soutenir le mien. Je ne suis pas en colère, ai-je ajouté. Je ne veux juste plus disparaître pour vous. Il est parti sans un autre mot. À 11h30, la maison était de nouveau silencieuse. J'ai entendu la lourde porte du camion claquer. La voix de Sandrine criant à Léa de boucler sa ceinture. Le moteur de leur voiture a démarré, puis s'est arrêté. Quelques secondes plus tard, on a frappé doucement à la porte.
J'ai ouvert. C'était Léa. Ma petite fille aînée, 10 ans maintenant, ses longs cheveux coiffés en une tresse que j'avais si souvent faite pour elle avant l'école. Elle a levé vers moi ses grands yeux incertains. Mamie. Oui, ma chérie. Je peux avoir un câlin. Ma gorge s'est nouée. J'ai fait un pas sur le perron et je l'ai enveloppée dans mes bras. Elle était si grande déjà. Où est-ce que vous allez? Lui ai-je demandé doucement. Elle a haussé les épaules, son visage blotti contre mon épaule. Maman a dit qu'on va chez une de ses amies, mais c'est une toute petite maison. Je me suis agenouillée pour être à sa hauteur. Écoute-moi, ma puce. Ce ne sera pas toujours facile, mais tout ira bien pour vous. Tu es forte et intelligente. Et surtout, n'oublie jamais à quoi ressemble la gentillesse. Elle a hoché la tête lentement. Est-ce que je pourrais encore te voir? J'ai esquissé un sourire triste. Ça dépendra de tes parents. Mais moi, je serai toujours là. Ici, c'est toujours ma maison. Elle m'a serré dans ses bras une dernière fois, plus fort. Puis elle a dévalé les marches et est montée dans la voiture. Sandrine, au volant, n'a pas tourné la tête vers moi. Benoît, côté passager, n'a pas fait de signe de la main. La voiture s'est éloignée. Le camion l'a suivie. Et puis, la rue est redevenue calme. Je suis rentrée à l'intérieur. J'ai fermé la porte. J'ai écouté le silence. Il n'était pas vide. Il était propre. Purifié. Je me suis assise sur le bord de mon lit retrouvé, dans ma chambre retrouvée. J'ai regardé autour de moi. Mon couvre-lit sur le lit, ma photo d'Hervé sur la table de chevet, mon odeur dans l'air, et non plus celle de l'huile de friture et du parfum bon marché de quelqu'un d'autre. Je n'avais pas gagné une guerre. J'étais simplement rentrée à la maison. Et personne, plus jamais, ne me prendrait ça. Les jours qui ont suivi, la maison a commencé à respirer différemment. Ces craquements n'étaient plus ceux des pas lourds au-dessus de ma tête ou de la télévision hurlant dans le salon. Ce n'était plus le bruit de la trottinette d'Hugo heurtant les plaintes ou des talons de Sandrine claquant sur le carrelage. C'était le craquement naturel du vieux bois qui se détend, des murs qui se tassent enfin, libérés de la tension de trop de voix. J'ai passé le premier après-midi à errer de pièce en pièce, non pas avec une liste de choses à faire, mais avec une douce curiosité, comme si je redécouvrais ma propre maison après une longue absence. Le couloir sentait à nouveau légèrement le citron, comme autrefois, lorsque j'avais le temps et l'énergie de cirer les meubles le dimanche. Leurs affaires avaient disparu. Plus de jouets dans les coins, plus de vestes négligemment jetées sur les chaises. Même l'odeur de l'air avait changé. Elle était plus légère, plus fraîche. Dans le salon, en passant l'aspirateur, j'ai trouvé quelques vestiges de leur passage sous les coussins du canapé, des miettes de chips, une petite voiture à moitié cassée, un emballage de bonbons. Je les ai ramassés calmement, sans colère, comme si je fermais un chapitre de ma vie avec mes propres mains. Le réfrigérateur était presque vide. Je n'avais pas fait de vraies courses depuis des semaines, trop absorbée par les documents, les avocats, les décisions. J'ai ouvert la porte et, pour la première fois, j'ai fait une liste à voix haute, juste pour le plaisir de l'entendre dans le silence. Des œufs, du lait. Du vrai lait, cette fois. Des pommes. Et peut-être un pot de bonne confiture. J'ai ri doucement. Mon propre rire m'a paru étrange, presque incongru dans cette maison si calme. La salle à manger était de nouveau une pièce vide, pleine de promesses. Le lit pliant était parti, les étagères de fortune démontées. Je me suis tenue au centre, me souvenant des longues nuits d'insomnie passées là, à écouter les plaintes de Sandrine au téléphone, des matins où je me réveillais avant l'aube pour préparer des paniers repas qui n'étaient jamais remerciés. Je ne regrettais rien, mais je savais que je ne revivrais plus jamais ça. L'évier de la cuisine brillait. Je l'avais récuré avec une énergie nouvelle après leur départ, non par habitude, mais comme un rituel de purification. J'ai poli le robinet jusqu'à ce qu'il luise, j'ai ressorti mes beaux torchons brodés, ceux que je gardais au fond d'un tiroir parce que Sandrine les trouvait trop démodés. Tout était démodé maintenant, le rythme lent, le silence, la dignité retrouvée. Ce soir-là, je me suis installée sur la terrasse avec une tasse de tisane à la menthe, dans le vieux fauteuil à bascule d'Hervé. L'air était frais, porteur des premières senteurs du printemps. De l'autre côté de la rue, la lumière du Porsche de Laurette s'est allumée. Je lui raconterai tout plus tard. Pas maintenant. Ce moment était pour moi seul. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté. Pas des voix humaines, mais l'absence de voix. Pas de dessins animés braillards. Pas de piétinement dans les escaliers. Pas de soupirs exaspérés derrière les portes.
Juste le murmure du vent dans les branches de l'érable. Le chant lointain de quelques oiseaux. L'aboiement occasionnel d'un chien, 2 rues plus loin. C'était presque trop paisible. Mais seulement presque. Quand le ciel s'est assombri, je suis rentrée. J'ai allumé une seule petite lampe dans le salon et j'ai sorti le vieux plaid en patchwork que j'avais fait en 1995. Des carrés bleus et jaunes, un peu délavés, mais si chauds et réconfortants. Je me suis blottie dans le coin de mon canapé, enfin le mien, et j'ai laissé mes épaules se détendre complètement pour la première fois depuis des mois. Personne pour me demander de me pousser. Personne pour réclamer la télécommande. Je n'ai même pas allumé la télévision. Je n'avais pas besoin de bruit pour combler le vide. Le silence était devenu mon compagnon. J'ai ouvert le livre que j'avais commencé il y a des semaines, celui que je n'avais jamais eu le temps de finir, et j'ai lu jusqu'à ce que les mots se brouillent devant mes yeux. Mes yeux brûlaient, non pas de fatigue, mais de ce sentiment nouveau et étrange de n'être nécessaire à personne. Et ce n'était pas un sentiment de tristesse. C'était un sentiment sacré. Avant d'aller me coucher, j'ai fait un dernier tour de la maison, vérifiant les fenêtres, éteignant les lumières, écoutant le rien. Je me suis arrêtée devant le miroir du couloir et j'ai regardé la femme qui me faisait face. Elle n'avait pas l'air triomphante. Elle avait simplement l'air d'être revenue. Revenue à elle-même, à son espace, à son nom. Géraldine. Pas maman. Pas « tu peux ». Juste Géraldine. Et elle était assez. La lettre est arrivée un mercredi. Une vraie lettre manuscrite. Du papier, une enveloppe, une écriture soignée à l'encre bleue. Pas une facture, pas une publicité. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas vu mon nom écrit à la main. Tante Géraldine, en une douce écriture cursive. Je l'ai apporté à l'intérieur avec précaution, comme si c'était un objet fragile. Je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai mis la bouilloire à chauffer et j'ai ouvert l'enveloppe avec soin. Chère tante Géraldine, j'espère que cette lettre te trouve bien. J'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. Maman m'a dit qu'elle avait vu une publication de Sandrine sur les réseaux sociaux, et j'ai réalisé que ça faisait bien trop longtemps que je n'avais pas pris de tes nouvelles. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je te connais, et je sais que tu n'agis jamais sans raison. Je t'écris aujourd'hui pour te demander quelque chose, mais seulement si cela te convient. Je termine mes études d'infirmière le mois prochain et je cherche un endroit calme où loger pendant que je prépare mes examens finaux et que je réfléchis à la suite. Accepterais-tu d'envisager de m'héberger pour quelque temps ? Je peux bien sûr payer un loyer, aider à la maison, faire la cuisine, tout ce dont tu pourrais avoir besoin. Mais surtout, j'aimerais simplement être près de quelqu'un qui, pour moi, a toujours ressemblé à un foyer. Je t'embrasse fort. Mélissa, je l'ai lu 3 fois. Mélissa. La fille de ma sœur. Je ne l'avais pas vue depuis les funérailles de sa mère, 2 ans plus tôt. Elle était devenue plus réservée depuis ce drame, mais pas froide. Je me souvenais d'elle enfant, une petite fille observatrice, toujours en train de réfléchir. Elle m'avait souvent aidé à faire des gâteaux, posant des questions profondes sur la vie tout en remuant la pâte. J'avais l'habitude de dire qu'elle avait une vieille âme. Peut-être était-ce simplement une âme bienveillante. J'ai siroté mon thé en laissant l'idée faire son chemin. La maison ne me semblait pas solitaire. Elle me semblait mienne. Mais il y avait de la place, plus qu'assez. Et peut-être que le but n'était pas de remplir un vide. Peut-être était-ce de partager cet espace, mais cette fois-ci avec quelqu'un qui ne chercherait pas à se l'approprier. Plus tard dans l'après-midi, je l'ai appelée. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Allô, tante Gégé. Bonjour, ma chérie. J'ai bien reçu ta lettre. Je la sentais nerveuse à l'autre bout du fil. Oui, je n'étais pas sûre si. Tu es la bienvenue, les jeux interrompus doucement. Tu l'as toujours été. Il y a eu un silence, puis j'ai entendu sa petite respiration de soulagement. Je pourrai aider pour les courses, a-t-elle dit rapidement. Et le ménage, et je promets de ne pas te déranger. Tu n'as pas besoin de te vendre à moi, Mélissa. Viens simplement comme tu es. C'est suffisant. Elle a expiré un « d'accord » rempli de gratitude. Je peux venir ce week-end, si ça t'arrange. C'est parfait. Après avoir raccroché, je me suis tenue au milieu du couloir et j'ai regardé autour de moi. Je ne ressentais pas d'appréhension, mais une sorte de joyeuse préparation. Je suis allée dans la chambre d'amis, l'ancienne chambre de Benoît et Sandrine, et j'ai grand ouvert les fenêtres pour laisser l'air frais chasser les derniers fantômes. J'ai lavé les draps, j'ai épousseté la bibliothèque. J'ai retrouvé une vieille lampe dans le garage,
une avec une base florale que Mélissa, enfant, avait comparée à une lampe de conte de fées. Je l'ai nettoyée, et je l'ai placée sur la table de chevet. Quand j'ai eu fini, je me suis tenue sur le seuil et j'ai regardé la pièce. Cela ne ressemblait pas à une convalescence. Cela ressemblait à un véritable accueil. Ce soir-là, j'ai cuisiné un plat que je n'avais pas fait depuis des années. Une blanquette de veau. Juste pour moi, mais j'en ai fait assez pour deux. La recette était dans ma tête, transmise par ma propre mère, qui fredonnait toujours en cuisinant. Je n'ai pas fredonné, mais je me suis souvenu. Pendant que le ragoût mijotait, j'ai mis la table pour deux. Personne n'était encore là, mais je ne me sentais pas ridicule. Je me sentais prête. Le lendemain, j'ai continué mes préparatifs. J'ai vidé un tiroir de la commode, j'ai sorti des serviettes de toilette propres, j'ai ajouté des cintres dans l'armoire. Il y avait une joie simple dans ces gestes. Pas l'urgence, pas la servitude. La joie. Parce que cette fois, personne ne prenait. Et ce qui était donné était choisi. Mélissa est arrivée juste avant midi le samedi. Elle conduisait une vieille citadine avec un pare-choc cabossé, et tout ce qu'elle possédait tenait dans 3 cartons et un sac de sport. Pas de drame, pas de voix forte. Juste le crissement du gravier sous les pneus et un léger coup frappé à ma porte. J'ai ouvert et elle était là, plus grande que dans mon souvenir, plus mince, avec des cernes de fatigue sous les yeux, mais le même sourire doux et sincère. Tante Gégé. Mélissa. Nous nous sommes serrés dans les bras sur le perron. Pas de larmes, juste la chaleur d'une affection retrouvée. À l'intérieur, elle a marché lentement dans la maison, observant tout avec une attention tranquille. Elle n'a pas dit grand-chose, a juste regardé le salon dégagé, la cuisine silencieuse. Quand elle est entrée dans la chambre qui était maintenant la sienne, elle a passé la main sur le vieux couvre-lit que j'avais étalé, celui que ma mère avait cousu dans les années 70. C'est magnifique, a-t-elle murmuré. J'ai haussé les épaules. Ce n'est que du vieux tissu. Elle m'a regardé avec ses yeux profonds. Oui, mais tu l'as gardé. Je garde ce qui compte. Ce soir-là, nous avons dîné à table. 2 assiettes, 2 verres, pas de télévision hurlante, pas de dispute en arrière-plan. Juste 2 femmes, de 2 générations différentes, partageant un repas en paix. Elle m'a posé des questions sur Hervé. Je lui ai raconté des anecdotes, des souvenirs heureux. Elle a ri en entendant l'histoire du raton laveur coincé dans le garage et de la façon dont Hervé avait essayé de le chasser avec un balai, en jurant comme un charretier. Elle m'a aussi parlé de sa mère, ma sœur. Je lui ai donné la vérité, pas la version édulcorée des souvenirs. Son entêtement, mais aussi sa loyauté sans faille, sa manie de toujours couper la croûte de son pain de mie, même à 40 ans. Elle me manque terriblement, a dit Mélissa à voix basse. À moi aussi. Plus tard, nous avons fait la vaisselle ensemble. Spontanément. Personne n'a eu à demander. Les jours suivants, elle s'est installée avec un naturel et un respect qui m'ont touché. Elle respectait mon espace, mon rythme, mes silences. Elle cuisinait 1 fois par semaine, m'aidait dans le jardin, sortait les poubelles sans que je le lui demande. Non pas pour payer sa part, mais simplement parce qu'elle voyait ce qu'il y avait à faire. Un matin, j'ai trouvé un post-it sur le réfrigérateur. Ne touche pas aux courses. C'est ma semaine. Assieds-toi et repose-toi. Tu l'as bien mérité. J'ai souri, j'ai décollé le petit papier et je l'ai précieusement gardé dans le tiroir de ma commode. Ce n'était pas parfait. Elle avait ses propres angoisses, ses nuits blanches passées sur ses manuels, ses soupirs devant son ordinateur en voyant les échéances de son prêt étudiant. Mais nous partagions l'espace comme 2 adultes consentantes. Pas de dette, pas de supplication. Juste 2 personnes vivant côte à côte, choisissant de prendre soin l'une de l'autre sans se dévorer. Un après-midi, je l'ai surprise en train de me fixer pendant que je pliais des serviettes. « Qu'est-ce qu'il y a ?» lui ai-je demandé. Elle a secoué la tête, comme si elle sortait d'une rêverie. Je n'arrête pas de penser à quel point ça doit être différent pour toi maintenant, de ne plus avoir à, je ne sais pas, tout porter sur tes épaules. J'ai hoché la tête. C'est comme respirer enfin de l'air frais après avoir vécu des années dans une pièce pleine de fumée. Elle est restée silencieuse un moment. Puis, est-ce que tu le regrettes? L'expulsion. Non. Pas une seule seconde. Mon regard s'est tourné vers la fenêtre. L'érable était en pleine floraison, ses nouvelles feuilles captant la lumière du soleil comme un filet d'or. J'ai pensé à Benoît enfant. À ses petites mains, à son amour des puzzles, à la façon dont il posait sa tête sur ma poitrine quand il était malade.
Je regrette d'avoir été obligée de le faire, ai-je précisé. Mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Elle a hoché la tête lentement, comprenant la nuance. La semaine suivante, elle m'a aidé à planter de nouvelles fleurs dans le jardin. Des œillets d'Inde, comme ceux que j'avais en 1992. Elle avait apporté des gants pour nous deux. Nous nous sommes agenouillés côte à côte dans la terre, plantant, tassant le sol avec soin. Tu as déjà pensé à écrire toute cette histoire? M'a-t-elle demandé en époussetant la terre de son pantalon. Pourquoi faire? Les gens ont besoin d'entendre des histoires comme la tienne. Des histoires vraies. Pas seulement des contes de vengeance ou des fins tristes. Des histoires qui ont une colonne vertébrale. Des histoires de choix. J'ai souri. Peut-être. Mais les histoires comme la mienne ne crient pas. Elle s'assoit tranquillement dans les cuisines, sur les fauteuils à bascule, dans le silence qui a remplacé le bruit. Elle s'est relevée, a épousseté son jean. N'empêche, je pense que tu devrais la raconter. Ou alors, c'est moi qui le ferai. J'ai ri. Dans ce cas, n'oublie pas de bien décrire l'odeur du poulet frit. Maintenant, la maison a retrouvé son équilibre. Mélissa a brillamment réussi ses examens. Le mois prochain, elle emménagera dans son propre appartement. Non pas parce que je lui ai demandé de partir, mais parce qu'elle est prête à prendre son envol. Elle m'a promis de passer tous les dimanches. Elle veut que notre rituel du thé continue. Et je la crois. Parfois, assise sur ma terrasse, je repense à tout ce qui s'est passé. Aux années que j'ai données sans compter, à la voix que j'ai failli perdre pour toujours, à cette nuit décisive dans le garage, les mains plongées dans l'eau froide, où j'ai décidé que je ne serais plus jamais invisible. Et je suis profondément heureuse de m'être choisie. Si vous lisez ceci aujourd'hui, peut-être que vous vous tenez, vous aussi, dans votre propre couloir, à un carrefour de votre vie. Peut-être que votre voix est devenue silencieuse depuis trop longtemps. Peut-être qu'on vous a pris pour un meuble dans le décor de votre propre existence. Alors, laissez-moi vous dire ceci, simplement et clairement, il n'est jamais trop tard. Vous n'êtes ni trop vieille, ni trop fatiguée. Vous ne demandez pas trop. Vous pouvez le reprendre. Votre espace, votre nom, votre place à table. Commencez par un seul « non ». Une seule signature. Une seule vérité dite à voix haute. Le reste suivra, je vous le promets. Et si cette histoire a trouvé un écho en vous, partagez-la. Laissez un commentaire. Permettez à quelqu'un d'autre de se sentir un peu moins seul. Nous ne sommes pas invisibles. Nous ne faisons que commencer.